Le sommeil, c'est probablement la plus grande inégalité sociale qu'on ait actuellement. On est des animaux diurnes, on ne devrait pas travailler la nuit. Mais certains métiers sont obligatoires, pas tous. Je pense qu'il y a plein de métiers où on devrait arrêter de faire travailler les gens la nuit. On devrait s'organiser différemment et pas forcer les gens à travailler la nuit pour faire des grandes diffusions partout. Il faut bien mesurer à qui on fait payer ce coût-là. C'est des gens qui devraient être davantage valorisés, davantage payés aussi, parce que clairement, ils en payent le prix pour leur santé également. Récemment, j'ai vu passer un chiffre qui m'a interpellée. On passe près d'un tiers de notre vie à dormir. En fait, on a tellement besoin de dormir que la privation de sommeil, c'est carrément une méthode de torture reconnue. Dès le 2e, 3e jour, on a des hallucinations visuelles, auditives, on est un peu confus, on va avoir des troubles émotionnels qui vont être assez sévères. Ça devient d'ailleurs encore plus rapidement critique que manger. Dormir, c'est essentiel à notre bon fonctionnement physique et mental. Et pourtant, la population française n'a jamais été autant privée de sommeil. De tous les maux dont souffre notre pauvre humanité, il en est un auquel on ne prend pas garde, le manque de sommeil. Vous êtes très nombreux à ne pas bien dormir. Un Français sur 10 prend un somnifère chaque soir. Un Français sur 5 dort moins de 6 heures par nuit la semaine. Alors pourquoi est-ce qu'on dort moins aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Qu'est-ce qu'on risque à ne pas suffisamment dormir? Et sommes-nous tous égaux face au sommeil? Pour en parler, j'ai invité Pierre-Alexis Geoffroy. Il est psychiatre et médecin du sommeil à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour Pierre-Alexis Geoffroy. Bonjour. Aujourd'hui, on est ici pour parler du sommeil. Être privé de sommeil, concrètement, c'est une torture pour notre organisme. Combien de temps on pourrait survivre en tant qu'humain sans dormir? Je crois que globalement, le record, c'est Randy Gardner. C'était un lycéen dans le cadre d'une expérience un peu scolaire, mais quand même encadrée. Il avait tenu 11 jours. Ce qui est un record tout à fait exceptionnel parce qu'en fait, dès le 2e, 3e jour, et d'ailleurs lui c'était également le cas, on a des symptômes très sévères. La privation de sommeil est un stress pour le corps avec des effets aigus. Ça crée de l'inflammation, ça crée ce qu'on appelle du stress oxydatif. Ça entraîne une accumulation de protéines toxiques et ça va perturber aussi tout ce qui est processus un peu de neurorégénération, de neuroprolifération et du développement globalement de tout ce qui est fonction au niveau cognitif. Ça, c'est les effets aigus. Et quand on va accumuler de la dette de sommeil sur plusieurs jours, sur plusieurs nuits, et bien là, on sait très bien, et les études, elles sont nombreuses, que ça va être associé à une mortalité plus précoce. Ça va être associé à davantage de maladies cardiovasculaires, davantage de pathologies neurodégénératives, davantage de pathologies psychiatriques, de dépression, d'anxiété, de suicide. Et les prévalences, elles sont importantes. Juste pour vous donner un exemple, nous on a fait une étude où on a regardé la prévalence sur l'année, en fonction de votre durée de sommeil. Les gens qui dorment moins de 5 heures, plus de la moitié ont une pathologie psychiatrique sur l'année. Okay. Ça va du trouble anxieux, des attaques de panique, de la dépression, des troubles addictologiques avec des consommations, un trouble d'usage d'alcool, de cannabis, de choses comme ça. Ça peut être davantage de traumatisme, ça peut être du délire aussi, de la schizophrénie ou des choses comme ça. Donc vraiment, dans cette étude, on a englobé toutes les pathologies mentales. Quand on dort moins de 5 heures, on a 4 fois plus de tentatives de suicide sur l'année par rapport à ceux qui dorment 7 à 8 heures. Quand vous dormez moins de 5 heures aussi, il y a des études qui montrent que vous faites 2 fois plus d'accidents vasculaires cérébraux. Au niveau du cœur, pareil, 2 fois plus d'infarctus du cœur quand on dort moins de 5 heures, etc. Sur l'ensemble des fonctions de l'organisme, on a besoin de bien dormir. Ça, c'est chez l'adulte. Et chez l'enfant, eh bien, c'est au cours du sommeil qu'on se développe. C'est au cours du sommeil qu'on grandit. L'hormone de croissance est sécrétée chez l'enfant au cours de la nuit. Mais un enfant qui est privé de sommeil va moins bien se développer, va avoir des moins bonnes performances cognitives et va être davantage en échec scolaire. Donc c'est tout à fait vital et c'est tout à fait actif. Mais j'ai l'impression que quand j'étais ado, c'était pas si valorisé que ça de dormir. Au contraire, on me disait tu dors trop, t'es feignante. On a toujours cette idée que le sommeil, c'est du temps inutile, que c'est du temps perdu. Et à l'inverse, que quelqu'un qui dort peu, qui grignote sur son sommeil, c'est quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un de performant, c'est quelqu'un qui a une énergie à revendre. On a des gens qui, absolument dingues, qui programment des mails qui vont être envoyés au cours de la nuit pour montrer qu'on est actif, ou on va rentrer de soirée, puis paf, on va envoyer des mails, et puis le mail est envoyé à 1h, 2h du mat, et on montre. Et tout est normal. Et tout est normal, et même, c'est bien, vous voyez, on est... c'est valorisé. C'est valorisé, absolument. J'ai l'impression que ça fait quand même très peu de temps qu'on insiste autant, même que ce soit dans les médias ou même dans le discours un peu des médecins, c'est important que vous dormiez. Là, en ce moment, on en entend beaucoup parler. En fait, je l'ai vu même dans mon métier d'enseignant-chercheur. On m'invitait avant en congrès pour parler des problèmes de sommeil dans la dépression. Et donc, en fait, je parlais de dépression, j'étais spécialisé dans les troubles de l'humeur et j'allais parler de ce pôle que sont les altérations du sommeil. Maintenant, on m'invite pour parler de sommeil et de l'insomnie
comme maladie indépendante, à part entière, auquel il faut faire attention, etc. Donc il y a un vrai changement de perception. Avant, c'est juste un symptôme d'autre chose. Il dort mal, mais parce qu'il est anxieux, il dort mal parce qu'il est déprimé, parce qu'il a des problèmes, etc., à régler, etc. Mais normalement, il devrait bien dormir. Maintenant, je suis invité pour parler de sommeil à part entière. Et ça, on voit que du coup, en termes de perception et même de centre d'intérêt tout simplement de la société, mais aussi des collègues médecins et chercheurs, en fait, il y a vraiment un changement qui s'est opéré. Cette reconnaissance, ce besoin est tout à fait récent. Même à l'école, on dit bien manger, bien bouger. On devrait dire bien manger, bien bouger, bien dormir. On est vraiment dans les piliers de la santé. Il y a beaucoup de pathologies du sommeil. Si on parle juste de l'insomnie, c'est 10 à 20%. Ça dépend un peu des études et des définitions qu'on utilise. De la population, du coup ? De la population générale. C'est 10 millions de Français. Est-ce que le sommeil, c'est devenu, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, est-ce que le sommeil, c'est presque un luxe ? Je crois qu'on peut tout à fait dire que c'est un luxe. Et si on le prend dans l'autre sens, le sommeil, c'est probablement la plus grande inégalité sociale qu'on ait actuellement. On avait fait une étude au moment du Covid, parce que c'est assez dur d'étudier en fait les facteurs qui vont conduire à de l'insomnie. Et pendant le Covid, on a eu cette phase où on a tous été confinés, enfermés chez nous. On parlait de lockdown au niveau international. Donc en fait, les gens ont changé leurs habitudes et on a pu regarder dans ces changements d'habitudes ce qui allait conduire à de l'insomnie. Certains, pendant cette période, ont mieux dormi, ce qui est étonnant parce qu'il n'y avait plus de contraintes. La majeure partie, quand même, à cause de cette explosion des rythmes, ont moins bien dormi. Plus le logement était petit, plus ça allait impacter le sommeil. Plus on était nombreux dans son logement, évidemment, et plus ça allait impacter le sommeil. Tout ça, c'était des facteurs évidemment qui allaient être prédictifs en fait de troubles du sommeil et de maladies insomnies. Et aussi, ce qui a pu être observé, qui était très intéressant, c'est que quand vous êtes en lockdown et on a ça maintenant, on continue à travailler ça avec le télétravail, en fait, il n'y a pas de déconnexion. Il n'y a pas de déconnexion entre le travail, entre l'extérieur et chez soi. On est tout le temps connecté, sans coupure. Le cerveau n'arrive pas à faire la distinction entre je suis au travail ou je suis chez moi. Et ça, c'est une source de stress qui est importante. C'est une source de charge mentale qui est importante. Et du coup, au moment d'aller se coucher, on va continuer à travailler, on va continuer à être connecté. Et cette absence de déconnexion, elle est responsable directement de troubles du sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs comme ça, du coup, la taille du logement, les métiers aussi qu'on peut faire, les horaires qu'on a, on revient sur les rythmes. On n'est pas toujours très libre en fait de nos horaires et des journées qu'on mène. Non, là ça dépend vraiment de là où on travaille. Il y a des lieux qui sont très ouverts sur l'organisation du temps de travail et donc très clairement les études montrent que le sommeil va être meilleur. Et il y a des environnements socio-professionnels qui sont très contraints. Là où je travaille, l'hôpital. Il y a le travail de nuit qui est, par exemple, ça c'est le pire. On est des animaux diurnes, on ne devrait pas travailler la nuit. Mais certains métiers sont obligatoires, pas tous. Je pense qu'il y a plein de métiers où on devrait arrêter de faire travailler les gens la nuit. On devrait s'organiser différemment et pas forcer les gens à travailler la nuit pour faire des grandes diffusions partout. On les fait travailler juste pour permettre de la consommation, de la production, pour continuer de produire, pour continuer de rendre du service, pour continuer ce genre de choses. Mais en vrai, il y a peu de métiers qui sont vitaux. L'hôpital, oui, parce que vous faites un infarctus en pleine nuit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui vous aide, il faut bien des pompiers, il faut bien des policiers. Il y a des métiers, on n'a pas le choix, il faut travailler la nuit. Il faut bien mesurer à qui on fait payer ce coût-là. C'est des gens qui devraient être davantage valorisés, davantage payés aussi, parce que clairement, ils en payent le prix pour leur santé également. Très concrètement, pour notre corps, notre cerveau, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on dort ? Pendant très longtemps, on a cru que c'était une absence, globalement, un temps inutile, passif. Or, on sait que c'est des processus qui sont très actifs, tout à fait nécessaires pour d'abord régénérer. On régénère, par exemple, son stock d'énergie pour faire face à une nouvelle journée. Tout à fait essentiel pour récupérer ses fonctions vitales, fonctions du foie, du cœur, des reins, mais aussi du cerveau. Et notamment, c'est la nuit qu'on va sélectionner les petites connexions entre les neurones qu'on va garder pour se souvenir des situations. Par exemple, là, on est en train de faire une interview ensemble. On évoque différentes choses. Cette nuit, on va en rêver et on va garder certaines choses, pas toutes. Et on est obligé de le faire parce que si on passait notre temps à faire des connexions entre les neurones, le coût énergétique de ces nouvelles connexions qu'on n'arrête pas de faire serait énorme, exponentiel et serait juste invivable pour le cerveau. Donc c'est aussi au cours de la nuit qu'on va mémoriser, qu'on va garder les choses. Et en fait, on fait différents cycles, on appelle ça aussi les trains de sommeil qui durent à peu près 1h30. On fait du sommeil lent léger, lent profond, puis du sommeil paradoxal. Chaque cycle contient l'ensemble de ces stades de sommeil. Et en fait, en première partie de nuit, on va faire proportionnellement
plus de sommeil profond, qui est vraiment le sommeil récupérateur, régénérateur, vital. Et en fin de nuit, proportionnellement, on va faire davantage de sommeil paradoxal, qui lui aussi est un stade de sommeil tout à fait utile, qui sert à la mémoire, qui sert à la régulation des émotions, mais aussi à la digestion du stress. Et donc chaque stade, en fait, si vous voulez, va avoir son utilité et va participer à la régulation de fonctions dans l'organisme. Pendant le sommeil profond, vous avez vraiment une activité cérébrale du cerveau qui est très ralentie. On a ce qu'on appelle des ondes lentes, donc c'est vraiment des processus très peu éveillés et très endormis en termes d'éveil cortical, de fonction des neurones. Et sur le sommeil paradoxal, on l'appelle paradoxal justement parce que les muscles sont complètement relâchés, mais à l'inverse, on a une activité cérébrale là qui est proche de celle d'éveil. C'est pour ça qu'on fait des rêves, c'est pour ça qu'on fait des cauchemars, parfois bizarres d'ailleurs, un peu complexes, mais parce qu'on a cette activité en fait du cerveau qui est quand même assez soutenue. On m'a toujours répété qu'il fallait dormir 8 heures pour être en bonne santé. Est-ce que c'est ça un peu la durée de sommeil idéale, c'est 8 heures par nuit ? Oui, c'est vrai et c'est faux. En fait, c'est vrai parce qu'au niveau de la population générale, en moyenne, il faudrait 7 à 8 heures de sommeil minimum, plutôt 8 heures effectivement, chez l'adulte. C'est très différent en fonction de l'âge. Par exemple, un bébé, un nourrisson, il doit dormir au moins 16 heures, il a besoin de beaucoup plus de sommeil parce qu'il se développe et qu'en fait, la nuit, il va développer un certain nombre de choses, il va se régénérer, il va avoir besoin de récupérer. C'est une consommation d'énergie qui est folle, le fait de grandir. L'adolescent, par exemple, a aussi ce besoin de sommeil qui est plus important que l'adulte. Il dort 9 heures. Ce qui est important de dire chez l'adolescent, c'est que l'adolescent, en plus, il a un rythme qui se décale. Son besoin est augmenté de 9 heures, mais en plus, son horloge est décalée de 2 heures. Et l'adulte, effectivement, c'est plutôt 7 à 8 heures. Mais c'est au niveau de la population générale. Après, il y a des petits dormeurs, qui sont en fait très peu nombreux. Les petits dormeurs, c'est vraiment des gens qui ont peu dormi, moins de 5-6 heures, dès l'enfance, en fait, dès l'adolescence. Oui, parce qu'on a tous un peu quelqu'un dans notre entourage qui nous dit qu'avec 4 heures de sommeil, il peut fonctionner sans aucun souci, quoi. C'est vraiment très rare. Encore une fois, il y en a beaucoup en fait. C'est plus des gens qui vont se priver de leur sommeil parce que ils ont une charge socio-professionnelle très importante. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui dorment plus que 7-8 heures, qui dorment 10 heures, 11 heures, qui sont ce qu'on appelle des longs dormeurs. Là aussi, faut écouter ses besoins, c'est tout à fait normal. Et souvent, je donne cet exemple pour se représenter. Einstein dormait 12 heures et Einstein a fait des trucs pas trop mal. En général, on estime, ça c'est un point qui est important, on estime son besoin de sommeil et sa durée totale de sommeil après 15 jours de vacances, parce que les 15 premiers jours, on récupère un peu en fait. On est un peu tous en privation de sommeil. Et là, sans contrainte, en étant libre, on va pouvoir estimer quelle est la durée de son sommeil naturel. La population française n'a jamais été autant privée de sommeil. Cette dette, elle est évaluée actuellement à 1h30 et elle est évaluée en fonction par nuit. Par nuit, oui, c'est vraiment c'est monstrueux, quoi. C'est vraiment colossal. Donc, il y a à peu près 50 ans, les bulletins épidémiologiques montraient qu'on dormait en moyenne 8h30 et maintenant, on est plutôt à 7h. On a parlé de la durée du sommeil. Il y a aussi la question des rythmes, parce qu'en fait, on ne dort pas tous de la même façon. Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré aujourd'hui scientifiquement ? Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Alors, complètement. Et d'abord, vous avez raison de parler des rythmes, parce que la régularité de ces rythmes veille-sommeil est quasiment... dans une dernière étude publiée dans Nature, plus important que même la durée de sommeil en elle-même. Donc il faut faire très attention à la durée de sommeil, c'est un paramètre dont on fait beaucoup attention et dont on parle beaucoup, mais la régularité de ces rythmes, c'est aussi quelque chose de très important. Et quand on parle de régularité des rythmes, on s'intéresse à ce qu'on appelle son chronotype, c'est-à-dire le fait d'être plutôt du matin, plutôt du soir, ou d'être intermédiaire. La majeure partie de la population est intermédiaire. Et ça, cette horloge biologique, elle est effectivement très très génétique. On a une sorte de coucou suisse comme ça qui tourne sur 24 heures. C'est hyper génétique. Il y a 24-25 gènes de l'horloge. On appelle ça les core clock genes. C'est partagé avec plein d'espèces, avec des plantes, même avec la drosophile, c'est une mouche, etc. À l'époque, en fait, on pensait, avant, à l'Antiquité, etc., 15e siècle, on pensait qu'on passait notre temps à nous synchroniser à notre environnement. Et Jean-Jacques Dortoux a mis une plante qu'on appelle le Mimosa pudica, dans de l'obscurité constante. Et cette plante, en fait, elle ouvre ses feuilles et elle ferme ses feuilles la nuit. Et on pensait qu'elle le faisait en réponse au soleil. En fait, et ce qu'il a observé, c'est que dans le noir constant, elle continue de garder ses rythmes d'ouverture et de fermeture. Donc c'était la première démonstration que des organismes vivants pouvaient avoir en fait une horloge interne.
Et cette horloge interne, on la partage avec le Mimosa pudica. Enfin, vous voyez, c'est un truc... Un végétal. Un végétal. Donc c'est très, très conservé. C'est vraiment comme ça que notre espèce, mais l'ensemble des espèces vivantes, beaucoup d'espèces vivantes, se sont adaptées au rythme terrestre. Et donc c'est très fort, c'est très génétique, on ne peut pas lutter. Ça, c'est quand même assez fou. Est-ce qu'il ne faudrait pas réorganiser un petit peu pour que tout le monde puisse finalement vivre à son rythme ? Alors très clairement, moi je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir une liberté sur l'organisation du temps de travail. Et si on avait cette liberté d'organisation du temps de travail, eh bien les collaborateurs qu'on a, les personnes, les êtres vivants tout simplement qu'on est, on serait en meilleure forme, on serait plus performant, on travaillerait mieux, on serait en meilleure santé. Donc on a tout à gagner à respecter ces rythmes, ça c'est une certitude. Et d'ailleurs la maladie des rythmes, on appelle ça le syndrome de retard de phase, par exemple quand on est trop du soir, et qu'on va avoir du mal à se coucher et que le matin, on est fracassé. On est fracassé, on va être en privation de sommeil et on va avoir des symptômes du fait d'être fracassé. On appelle ça la somnolence diurne excessive. On appelle ça le syndrome de retard de phase. Cette pathologie n'existe que parce qu'il y a une incongruence entre vos rythmes internes et les rythmes externes. Comment ça évolue justement au fil de l'âge, nos besoins en sommeil, nos durées, nos rythmes ? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont finalement assez mouvantes ? Quelqu'un qui est du soir et qui sera extrêmement du soir à l'adolescence va quand même globalement rester du soir, mais ça va se synchroniser progressivement. Voilà. Il faut savoir que les études montrent que les adolescents ont du mal à aller au lit avant 23 heures. Physiologiquement, les adolescents ont un décalage de 2 à 3 heures par rapport à l'adulte en étant davantage du soir. En fait, concrètement, les envoyer au collège ou au lycée à 8h du matin, c'est de la torture. C'est de la torture. En fait, globalement, ce que montrent les études, là aussi c'est en moyenne. Il y a des adolescents en fait, qui sont du matin génétiquement et pour eux ça va un peu mieux se passer même s'ils se décalent de 2-3 heures à l'adolescence et qu'ils se rematerialisent après. Mais il y en a qui sont naturellement du soir et qui du coup ça va être très dur. Leur demander d'aller à l'école à 8h et de se lever pour certains à 6h, 6h30, c'est de la torture. Nécessairement, ils seront en privation de sommeil. Ça va retentir sur leur santé, leur performance scolaire, leur santé mentale. On parle énormément de santé mentale et c'est hyper important. Protéger le sommeil des adolescents, c'est déjà... protéger beaucoup de choses en fait. Protéger leur santé mentale et prévenir énormément de choses. Ça commence par là. Quelque chose que je voulais aborder, c'était effectivement le sommeil et les écrans. J'ai l'impression que depuis quelques années, on nous parle des écrans comme vraiment le grand méchant loup qui nous empêche de dormir à cause de cette fameuse lumière bleue. Est-ce que ce qui nous empêche de dormir, c'est vraiment cette lumière bleue ou c'est pas finalement le type de contenu auquel on est exposé avant de s'endormir ? En fait, j'ai envie de répondre, c'est les deux, mon capitaine, parce que effectivement, l'usage des écrans, ça c'est très clair. En fait, l'écran, par la lumière bleue contenue dans l'écran, va agir sur une voie qu'on a découverte très récemment. En fait, c'est en 2002, c'est un science. On a découvert des cellules dans la rétine qu'on ne connaissait pas. On connaissait les cônes et les bâtonnets dans la rétine, ce qui nous permet de voir le jour les cônes et la nuit les bâtonnets. Et on a découvert ces cellules dites ganglionnaires à mélanopsine. C'est des cellules un peu moins nombreuses qui vont réagir spécifiquement à la lumière bleue et qui vont synchroniser l'horloge, qui vont donner des signaux de jour ou de nuit. Ça va aussi coder pour les saisons, voilà, et l'ensemble des rythmes terrestres. Et on est en train d'identifier aussi des trajets directs de ces cellules ganglionnaires à mélanopsine vers des zones de régulation de la vigilance, mais aussi par exemple des émotions. Et donc il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et donc on s'est rendu compte que notamment ce spectre de la lumière bleue, contenu donc aussi dans la lumière blanche, va donner un signal d'éveil très fort et va complètement effondrer la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone de l'obscurité, et donc qui va donner un signal d'éveil très très fort, mais qui est quand même très important. Et par exemple, si on donne un exemple, juste l'usage d'écran, notamment chez les adolescents ou chez les jeunes, à partir de 2 heures, on a montré que ça doublait, voire triplait le risque de dépression ou d'insomnie. Donc en fait, les effets sont directs et vraiment tout à fait significatifs au niveau clinique. Donc ça, c'est la lumière qui va décaler l'horloge en donnant un signal d'éveil très fort. On parle beaucoup de lumière toxique, mais quand même le revers, c'est qu'elle est utile le jour. Ouais. Il va falloir s'exposer à la lumière le jour. Et moi, je combats aussi un peu les filtres à lumière bleue qui sont mis partout. En ce moment, c'est l'hiver. On prend des lunettes pour nous protéger. Eh bien, vous n'avez pas besoin de vous protéger, surtout l'hiver. L'hiver, on a besoin de lumière en journée. Elle est vitale, elle sert au développement de l'œil, elle sert à votre humeur, être en bonne santé, elle sert à vos fonctions cognitives, elle sert à votre attention, elle augmente votre vigilance. Donc, en journée, on a besoin de cette lumière bleue. Il ne faut pas utiliser de filtre à lumière bleue. Pourquoi pas le soir pour commencer à se préparer au sommeil. Mais en journée, c'est tout à fait inutile et c'est un coût inutile sur les verres. Donc ça, il y a des effets sur l'horloge très clairs de l'usage des écrans. Et puis après, il y a ce qu'on va y faire sur l'écran.
ce qui est réseaux sociaux, consommation un peu compulsive de contenu, là va maintenir éveillé. Quand on est hyper connecté comme ça sur le smartphone, surtout avant de s'endormir, en fait, on va avoir 10-15 sujets en tête qu'on va passer en plus très très rapidement. Plus il y a de la fatigue cognitive. C'est stimulant aussi de C'est scroller stimulant, comme ça. mais en fait, ça augmente la fatigue cognitive. Et plus on a de la fatigue cognitive, moins on arrive à inhiber ce type de comportement et on va se faire complètement aspirer. Et cette aspiration va augmenter la fatigue cognitive, va fragmenter le sommeil. Et ça, on montre très très bien que l'architecture du sommeil est directement perturbée en fait, par cette hyperstimulation et va se fragmenter avec plein de petits réveils et un sommeil qui sera moins profond, qui sera moins récupérateur et de moins bonne qualité. Et donc, il faut faire des activités relaxantes. Il faut essayer de voir des choses avec des contenus plus longs, plus posés, lire un livre. En tout cas, voilà, avoir une activité 1 heure ou 2 heures avant le sommeil qui prépare au sommeil. Pour finir, je voulais vous demander vos conseils en fait, de médecin sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser le sommeil, l'endormissement, un bon sommeil aussi. Je parle vraiment en dehors de tout ce qui va être pathologie du sommeil qui là demande aussi un suivi médical et parfois des traitements. Le plus important, donc je le disais, c'est la régularité des rythmes et je pense c'est d'avoir le lever à heure fixe. Contrairement à ce qu'on entend pas souvent, c'est il faut te coucher tôt, etc. En fait, le plus important, c'est le lever. Et on dit qu'il ne faut pas se décaler plus de 1h30 le week-end. Sinon, on souffre de ce qu'on appelle le jet lag social. Et ce décalage est responsable là aussi de plus de pathologies physiques, plus de pathologies mentales, plus de dépression, plus d'anxiété, etc. Et on le sait très bien, on l'a vécu, on sort un peu plus tard, on va se décaler. Et le lundi, en fait, on est fracassé et on a du mal à reprendre la semaine. Donc, le plus important, le lever à heure fixe. Deuxième chose très importante, la lumière. La lumière, on en a parlé, c'est le synchroniseur ou désynchroniseur le plus important des rythmes. Donc la lumière, elle est hyper utile, elle est hyper importante le matin. N'hésitez pas à sortir, à vous exposer à la lumière naturelle. Elle est intense. On est souvent dans des environnements intérieurs qui sont peu lumineux. Donc cette lumière, elle va vous éveiller et elle va donner un signal d'éveil très fort. Et donc, elle va elle aussi participer à la régulation des rythmes. Et à partir de 2 heures avant le coucher, eh bien, on va commencer un peu à se préparer au sommeil avec pas d'écran et une lumière plus chaude et faible en intensité. L'exercice physique, là aussi, c'est le matin plutôt, si possible. Ça peut être juste de la marche ou le fait d'aller en vélo au travail ou ce genre de choses. Et là, on va augmenter la température centrale, donner un signal d'éveil très très fort. Le sport, c'est de la bonne fatigue, ça permet de mieux dormir et ça permet d'être plus performant à l'école. Donc, en faire en journée et le soir, il faut, c'est important. Mais attention quand même sur le sommeil quand c'est vraiment beaucoup trop tardif. Voyez, et par exemple, on l'a vu à Roland-Garros, les tennisman ils se sont plaints, ils font des gros matchs, etc. Des fois hyper tardifs en night session, en session du soir. Et en fait, ils se retrouvent dans leur chambre après à minuit, 1h. Et en fait, ils ont hyper chaud, les yeux écarquillés. Et en fait, ils mettent du temps à diminuer leur température centrale. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Quand vous faites du sport beaucoup trop tardif, peut y avoir un effet un peu contre-intuitif et vous allez décaler un peu votre endormissement. Les autres aspects, c'est vos conditions de sommeil. Pièce obscure, silencieuse, et il y a la température de la chambre. Et là aussi, avec le réchauffement climatique, il y a un ensemble de travaux qui essayent de lutter sur ça. Et là aussi, on est face à une grande inégalité sociale. Il y a des logements qui sont très bien tempérés, bien isolés, etc. Et puis il y a des logements, malheureusement, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont vétustes, etc., où on souffre énormément, en particulier l'été, de températures qui sont importantes et où, quand il fait trop chaud, en fait, la thermorégulation la nuit au cours du sommeil se fait mal et les gens vont se réveiller pour rediminuer leur température centrale. Et puis après, ça remonte et hop, ils vont se réveiller, etc., etc. Et donc ils vont avoir un sommeil terrible. Et ça, on le connaît bien lorsqu'il y a des épisodes de canicule. Voilà.